Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Voici le sommaire de ce lundi 27 novembre. Nous irons dans quelques instants sur les hauteurs de la petite commune de Roure où s'est déroulée une plantation d'arbres en hommage au prince Régnier III. Et puis nous vous parlerons des JO 2024 et plus précisément de pentathlon moderne, cette discipline qui a vu sa réglementation évoluer. Joël Bouzou, médaillé aux Jeux Olympiques de Los Angeles et président de Peace and Sport, nous en dira plus. Ensuite, nous continuerons à vous parler de sport avec le 36e tournoi international d'épée homme qui s'est déroulé ce week-end en Principauté. La première femme sapeur-pompier de Monaco, Colline Gorgone, sera notre deuxième invitée. Elle reviendra notamment sur ses premiers mois au sein de la compagnie monégasque. Et puis nous refermerons ce journal avec la chronique Ceux qui font Monaco. Cette fois-ci, c'est la brasserie de Monaco qui est à l'honneur. Entre diplomatie et économie, la visite officielle du prince Albert II en Malaisie s'est poursuivie aujourd'hui à Kuala Lumpur. Le souverain a été reçu au Palais national par Sa Majesté le roi Abdullah Shah. Après la cérémonie et le banquet d'État, retour à l'hôtel où s'est déroulé le Monaco Economic Forum du Monaco Economic Board. Présents sur place, Yannick Debever et Sylvain Péroumal vous plongent dans cette journée historique. Ce lundi 27 novembre 2023 fera date dans l'histoire de Monaco et de la Malaisie. Il s'agit de la première visite officielle d'un chef d'État monégasque au Palais national de Kuala Lumpur. C'est après sa visite en principauté à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 en mai dernier que Sa Majesté le roi Abdallah Shah a eu l'envie d'inviter le prince Albert II chez lui dans son grandiose Istana Negara de 97 hectares. Dès son arrivée et après un salut à la garde royale, le prince souverain et son homologue ont planté ensemble l'arbre de l'amitié. L'amitié, c'était le maître mot de cette cérémonie prononcée à de nombreuses reprises lors des discours des deux chefs d'État. L'ensemble de la délégation monégasque a été décoré par le roi de la Fédération de Malaisie avant que le prince Albert II n'en fasse de même pour la délégation malaise. Après une heure de cérémonie, place au banquet d'État, un repas gastronomique animé par l'Orchestre national de Malaisie et une succession de spectacles dansants. Cette cérémonie, finalement très joyeuse, était bien le signe d'une affection réciproque entre les deux chefs d'État et de manière générale entre la Malaisie et Monaco. Sur ces belles fondations et à la demande du nouveau consul honoraire de Monaco en Malaisie, le Monaco Economic Board a organisé dans la foulée le Monaco Economic Forum de Kuala Lumpur 2023. Au sein de l'hôtel Mandarin Oriental, la Chambre de commerce monégasque a présenté son modèle économique aussi exemplaire que lucratif. Une initiative pour rapprocher encore un peu plus les deux États. I think today has been a great meeting of business communities between Malaysia and Monaco. Today we have seen how Malaysia and Monaco can work together in various fields. Especially when it comes to sustainability, talking about environment, talking about clean energy. I think both countries are looking at that. Et puis cette journée historique s'est terminée par la signature d'un protocole d'accord entre le Yacht Club de Monaco et le Royal Selangor Yacht Club. Des liens entre les deux entités existent depuis 2008 et sont donc encore un peu plus enrichis avec cette nouvelle signature. L'objectif est de pouvoir co-organiser des régates et puis développer l'écotourisme du yachting malais pour pouvoir à terme décrocher la certification Label Class Destination. La Malaisie a toutes les chances de rentrer dans ce label. C'est d'abord des gens qui sont très soucieux de l'environnement et c'est une des préoccupations. Ensuite, soucieux de l'éducation, de l'étiquette du yachting et du développement du yachting, de la transmission de la tradition, ce qu'on appelle l'étiquette. Et aussi assurer que les jeunes en puissent offrir suffisamment de sport aux jeunes et peut-être les éloigner un tout petit peu des écrans, je ne sais pas, soyons optimistes.
Le déplacement officiel du prince souverain en Malaisie se termine ce mardi avec la visite prévue des centres nationaux de conservation des tigres et des éléphants d'Asie. Direction les Alpes-Maritimes à présent et plus précisément le village médiéval de Roure où se trouve l'arboretum Marcel Kroenlein. Cette année, la plantation annuelle de novembre a été dédiée au centenaire de Régnier III dans le cadre des journées commémoratives qui lui sont consacrées. Anaïs Riu et Alban Gingembre ont suivi la plantation. Regardez. Il est le premier et seul musée de l'arbre à ciel ouvert mêlant l'art et la nature en altitude. L'arboretum Marcel Kroenlein doit sa création et son développement à la principauté, notamment au prince Régnier III, qui avait vivement soutenu le projet à l'époque. 100 ans plus tard, le musée et quelques volontaires venus pour la plantation annuelle lui rendent hommage. Ils viennent là pour planter dans le cadre de la plantation du centenaire, toujours en hommage au prince Régnier III. Et c'est un petit groupe de dames qui est venu pour prêter main forte et nous aider à planter la collection de feuillus. Là, ce sont des paroscias de Perse, mais des montagnes, bien évidemment, qui vont être introduits. On choisit l'espace qui est le plus approprié. Vous avez remarqué qu'on choisit aussi vers le haut, vers le ciel, un espace bien ouvert pour recevoir de la lumière. On a pris soin de les nouvelles plantations qui sont entourées des vénérables arbres qui sont là depuis des siècles. Et ainsi, ils ont une protection lorsqu'ils seront en pleine croissance avec le vent, le soleil et le froid même. Mécène de l'arboretum, le prince Régnier III avait encouragé l'idée de rassembler et de protéger la biodiversité des Alpes-Maritimes et autres montagnes du monde pour les générations futures. On est à une époque de notre vie où on a vraiment besoin de prendre soin de la nature, de replanter des arbres. Les arbres sont vraiment les poumons et le cœur de notre terre et on se doit d'y prendre soin, de l'entretenir. Et donc planter des arbres, parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a pas mal de forêts qui sont détruites à cause du feu. Et je pense que c'était très très important, même fondamental d'être là aujourd'hui pour planter des arbres. Au-delà de la préservation des arbres et de la culture scientifique qu'il propose, la visite de l'arboretum peut également prendre le chemin d'une découverte artistique, puisqu'ici, l'art s'exprime autant que la nature, et toujours avec une touche de la principauté. À l'occasion du Salon de la gastronomie et dans le cadre du dispositif pédagogique L'école du goût, les lauréats du concours réalisé l'an passé ont été mis à l'honneur ce lundi. Ils ont en ce sens réalisé les recettes qui leur ont permis de remporter ce concours et ont ainsi partagé de nouveau un moment autour de la gastronomie. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 arrivent à grands pas et sont très attendus pour tous les amoureux du sport. Ces Jeux seront d'ailleurs l'occasion pour le public de découvrir de nouvelles disciplines ou de voir le format de certains sports revisités. Et c'est le cas notamment du pentathlon moderne. Pour nous en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Joël Bouzou, ancien champion du monde de la discipline et président de Peace and Sport. Bonsoir. Bonsoir. Alors le pentathlon moderne est une épreuve sportive constituée de 5 disciplines. Quelles sont-elles précisément pour commencer ? Alors les épreuves sont l'escrime, l'équitation, la natation, la course et le tir. Et la course et le tir sont combinés ensemble dans une épreuve qu'on appelle laser run. Voilà, on tire pendant qu'on court. Ça c'est pour les seniors en particulier, c'est jusqu'à Paris 2024. Après les Jeux Olympiques de Paris, on va remplacer l'équitation par un parcours d'obstacles, bien sûr sans cheval. Donc ça devient une épreuve athlétique encore, en plus. Je pose une question au champion que vous êtes. Comment on arrive finalement à s'organiser en termes d'entraînement lorsque l'on sait que l'on doit exceller dans 5 disciplines ? Alors c'est un entraînement qui est très complet, mais je dirais que c'est un entraînement qui suit aussi une éducation sportive qui doit être complète. On a 2 épreuves physiques, la natation et la course. On a une épreuve technique et tactique qui est l'escrime. On a une épreuve d'adresse et de gestion du stress qui est le tir. Et puis l'équitation, c'est l'adaptation à l'animal aujourd'hui. Demain, ça sera l'adaptation à un parcours d'obstacles qu'on franchira dans un temps imparti. Donc voilà des qualités diverses, complexes, qu'il s'agit de
maîtriser. Alors évidemment, les qualités physiques et physiologiques, on doit les développer quand on est très jeune, parce que sinon on n'y arrive jamais. Et puis les autres, c'est l'expérience, c'est le travail. Donc ça fabrique quelque part un athlète complet qui était le rêve absolu de Pierre de Coubertin quand il a rénové les Jeux Olympiques en 1896, mais ensuite le pentathlon en 1912 aux Jeux de Stockholm. Vous parliez de la jeunesse, justement. À partir de quel âge peut-on pratiquer le pentathlon moderne et qu'est-ce que ce sport apporte, selon vous, aux enfants qui le pratiquent ? Alors je dirais, comme beaucoup de sports, on peut commencer vers 8 à 10 ans, je pense sous forme ludique, sans avoir un entraînement trop intensif. C'est d'abord de l'éducation par le sport qu'il s'agit de réaliser. Et puis progressivement, eh bien, on se spécialise. Mais si on parle du haut niveau, vous savez, le haut niveau, c'est un choix personnel et passionnel. Personne ne peut vous amener au haut niveau si vous n'avez pas décidé d'y aller. Et en même temps, pour y aller, il faut beaucoup travailler. Donc il faut beaucoup de passion et d'engagement. Quel est le calendrier annuel de ce sport ? Alors sur le pentathlon complet, on a des Coupes du Monde au niveau international qui commencent en 2024 en Égypte, qui passent par l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie, et puis on a une finale de Coupe du Monde à Ankara. Et ensuite, eh bien, on aura un championnat du monde qui aura lieu en Chine au mois de juin et qui donnera les dernières places pour les Jeux Olympiques de Paris. Vous nous l'avez dit il y a quelques instants, mais le pentathlon fait partie du programme olympique depuis 1912. Quel avenir justement olympique se profile pour cette épreuve avec les JO 2024 dont tout le monde parle ? L'avenir du pentathlon, écoutez, je pense qu'il est radieux. Bien sûr, il faut travailler. Il y a énormément de compétition entre les sports pour le programme olympique. Et là, on vient donc de confirmer le pentathlon pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, donc après ceux de Paris, où c'est l'obstacle, la discipline de l'obstacle qui remplacera le parcours d'équitation. Donc on n'aura plus de chevaux tirés au sort, on n'aura plus l'incertitude de ces tirages au sort qui parfois posaient des problèmes sérieux. On le sait, c'est vrai, après chaque Jeux Olympiques ou grande compétition, de nombreux adhérents s'inscrivent au sport qu'ils ont pu visionner. Concernant les adhérents du pentathlon moderne, combien y en a-t-il ? Est-ce que vous avez un ordre d'idée aujourd'hui ? Au niveau national, bien à Monaco, vous avez une fédération qui marche très bien, avec des résultats, en particulier chez les masters. Mais on commence à avoir des jeunes qui pratiquent. En France, on a à peu près 3000 pratiquants. Mais avec les changements qui ont lieu actuellement et aussi le fait que l'UIPM va fusionner va absorber la Fédération internationale d'obstacles, on va avoir beaucoup plus de participants qui vont nous rejoindre dans l'avenir. Pour finir, une question qui vous concerne. Vous avez été champion du monde et vous avez participé à de nombreux Jeux Olympiques. Quels sont justement les plus beaux souvenirs que vous retenez de votre carrière ? Alors j'ai participé 4 fois aux Jeux Olympiques avec une médaille de bronze en 1984. Bien sûr, c'est un immense souvenir quand on se retrouve sur un podium olympique avec une médaille autour du cou et que tous les autres sont là, tous les amis, parce qu'on a des adversaires, mais avant tout, ce sont des amis. Ça, c'est un souvenir merveilleux. Et puis un autre grand souvenir, c'est quand j'étais champion du monde. Alors, je suis devenu pour 2 secondes d'écart sur le deuxième, donc c'est pas beaucoup. Ça permet d'entretenir la modestie. Et surtout, c'était après 5 jours de compétition. Mais ça aussi, c'est un immense souvenir qu'on garde pour toute sa vie. On se dit, bon, ben, finalement, j'y suis arrivé. J'ai poursuivi ce but pendant des années, mais j'y suis arrivé. Mais après, peut-être qu'on peut faire autre chose de sa vie que du sport de haut niveau, un peu plus tard. Merci beaucoup à vous, Joël Bouzou, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Merci beaucoup à vous. On vous a parlé il y a quelques instants avec notre invité Joël Bouzou d'escrime, qui est l'une des disciplines du pentathlon. Eh bien, ce week-end, la Fédération monégasque d'escrime a organisé le 36e tournoi international épée des hommes. Dans la salle Omnisport de l'espace Saint-Antoine, les meilleurs épéistes du moment se sont affrontés à l'occasion de ce prestigieux tournoi. Anaïs Riu et Alban Jean-Jambre étaient présentes à la grande finale. Regardez. Il est 5 fois champion du monde, 6 fois champion d'Europe et médaillé d'or à l'épée par équipe aux Jeux Olympiques.
Le Français Yannick Borel affronte en finale du Grand Tournoi de Monaco un adversaire qu'il connaît bien. Alex Fava, son coéquipier en équipe de France, lui aussi champion du monde par équipe et multiple champion de France. Alors que l'assaut débute à l'avantage de Fava, il se retrouve déstabilisé par une chute en deuxième manche et permet à Borel de reprendre la main doucement mais sûrement. L'escrimeur d'origine guadeloupéenne s'impose 15-13. J'avais de bonnes sensations aujourd'hui, bonnes sensations de pointe, de distance, de lâcher. J'ai bien réussi à lâcher mes coups. La finale, il imprime un rythme que j'arrive pas à sentir au début. Il est dans son rythme en fait, donc il m'amène dans son jeu. Et j'arrive à débloquer la situation à la fin du match. Donc comme d'habitude avec lui, c'est toujours des matchs très, très serrés. Et c'est pas notre première finale. Et donc je savais que ça allait être dur. Je me suis accroché et ça gagne. La compétition monégasque permet aux tireurs un gain de points pour se qualifier aux plus grandes compétitions internationales, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de l'épreuve nationale épée homme senior. Lorsqu'ils viennent à Monaco, comme sur d'autres circuits, ils ont la possibilité de pouvoir gagner des points qui vont compter pour se qualifier pour des championnats internationaux, les Coupes du Monde, voire les Jeux Olympiques. Il y avait énormément de Français puisque c'est un concours élite national français, mais la compétition était ouverte, donc on avait des Italiens, on a eu des Bulgares, Turcs, Indiens. Japonais, donc voilà, un peu tout le monde. Prochaine épreuve internationale pour les tireurs individuels qualifiés, la Coupe du Monde à Vancouver, qui se déroulera du 7 au 10 décembre prochain. C'est une première pour la Principauté. Colline Gorgon a rejoint le corps des sapeurs-pompiers de Monaco après 5 mois de formation. Qui est-elle? D'où vient-elle? Et comment se passe son intégration? Toutes les réponses dans cet entretien de Juliette Rappert sur des images de Lionel Bernardi et Alex Avial. Bonsoir Colline Gorgon. Bonsoir Juliette. Vous avez 23 ans, vous venez de Lyon et vous êtes la première femme sapeur-pompier et militaire de l'histoire de Monaco depuis le 7 novembre. Mais pour commencer, quel a été votre parcours et comment avez-vous eu cette vocation? Alors effectivement, je viens de la région lyonnaise, dans un petit village de l'Est lyonnais à Jon. Et j'ai toujours voulu être sapeur-pompier et militaire. C'est mon frère qui était sapeur-pompier volontaire et j'ai voulu faire comme toute petite sœur, être sur les pas de mon grand frère et j'ai découvert cette vocation grâce à lui. Comme évoqué au début, le 7 novembre dernier a eu lieu la cérémonie de remise de casques d'intervention aux jeunes recrues dont vous faisiez partie. Pouvez-vous nous partager votre expérience lors de cette cérémonie et qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le corps des sapeurs-pompiers de Monaco? Alors effectivement, avec mes 9 autres camarades, on a eu notre remise de casque. On a tous été fiers d'être présents ce jour-là et d'être accompagnés de nos familles. Pour ma part, ma famille n'était jamais venue à Monaco, donc j'ai pu leur faire visiter la Principauté et qu'ils découvrent un peu le milieu dans lequel je vais construire ma vie. Et quel sentiment vous a habité pendant cette cérémonie? J'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai été heureuse et fière de pouvoir intégrer la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco et d'en être la première féminine. Comment votre intégration notamment s'est passée au sein de la caserne en tant que première féminine et est-ce que vous êtes déjà partie en intervention? Alors l'intégration s'est très bien faite, j'ai été très bien accueillie et intégrée au sein de la compagnie avec mes 9 autres camarades. Et effectivement, on est déjà parti en intervention. Dès notre validation aux formations secours à personne avec mes camarades, nous avons pu partir en intervention directement. Le corps des sapeurs-pompiers de Monaco partage la devise courage, dévouement, sacrifice. Comment ces valeurs sont-elles incarnées dans votre quotidien et dans les missions que vous effectuez? Alors dans chacune de nos missions, on nous demande ces valeurs-là. On doit être courageux, que ce soit surtout sur le feu, parce que c'est un métier dangereux qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline et un entraînement aussi rigoureux. Et pouvoir faire honneur, on est des militaires également, donc on doit être discipliné et pouvoir servir la Principauté correctement. Et une dernière question, en tant que pionnière ouvrant la voie aux femmes au sein du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, quels conseils donneriez-vous aux jeunes femmes qui pourraient être inspirées par votre parcours? Alors les femmes sont déjà présentes en France au sein des sapeurs-pompiers, mais j'ouvre la porte aux femmes qui voudront intégrer le corps des sapeurs-pompiers de Monaco.
et je ne me prétends pas professionnelle pour pouvoir donner des conseils, mais les petits conseils que je pourrais donner aux futures petites filles qui aimeraient être sapeurs-pompiers ou aux autres femmes, c'est surtout de toujours se dépasser, ne jamais se reposer sur ses lauriers. Et on a les mêmes charges que les hommes en intervention lors d'un feu, par exemple. On a le même aéri. Lorsqu'on va devoir, si par exemple un de nos camarades tombe au feu, on va devoir le tracter. Donc surtout, les conseils que je pourrais donner, c'est toujours se dépasser physiquement et pour pouvoir être la meilleure possible. Merci Colline Gorgone. Merci Juliette. À l'occasion du Monte Carlo Jazz Festival, Alex Jaffray est de nouveau monté sur les planches monégasques pour un stand-up musical. Et c'est toujours un plaisir pour cet artiste de venir en principauté, lui qui aime mêler comédie, histoire et musique. Justin, Adèle et Thomas Deus l'ont rencontré. Maintenant j'arrive, j'ai mes habitudes, je connais les gens, je vais boire un café, ah bonjour monsieur Jaffray. Non, c'est ici, franchement tout le monde est sympa, sérieusement je suis bluffé, tout le monde est sympa, tout le monde est gentil. Et puis il y a un côté bienveillant, il y a le côté un peu insulaire, vous savez, d'une île où tout le monde se connaît, et je trouve ça très agréable. Je pense que les gens qui nous ont marqués dans notre vie, par exemple les professeurs dont on se souvient, c'est ceux qui nous ont raconté les histoires. Alors soit c'est ceux qui étaient très sévères, soit c'est ceux qui nous ont raconté les histoires. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir dans mon enfance des raconteurs d'histoires dans mon cercle de famille proche. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie de raconter des histoires et en même temps d'y mettre la musique qui est un peu l'ADN de ma vie. L'émotion que génère une musique, ça mélangé au milieu d'une histoire qui va peut-être tenir les gens en haleine, ça fait un bon mélange, je pense. Ça fait un cocktail en fait. Alex Jaffray, que vous avez déjà pu entendre à l'occasion de l'un des podcasts diffusés sur Monaco Info. Vous le savez maintenant, de nombreuses personnalités appartenant au paysage de la Principauté sont au micro de Geneviève Berthy. Cette semaine, voici les invités que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Le chef du Louis XV, Alain Ducasse, le vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, Olivier Van Den, et Frédéric Genta, le délégué interministériel en charge de l'attractivité et de la transition numérique. Régulièrement sur notre antenne, Chrisinda Thomel met en avant ceux qui font Monaco. Artisans, commerçants ou encore restaurateurs, tous contribuent au rayonnement de la Principauté. Aujourd'hui, Chrisinda, vous vous tenez dans l'antre de la bière à Monaco. Oui, vous l'aurez donc compris, aujourd'hui c'est dans un lieu cher des amateurs de jolies blondes que je vous emmène. Nous parlons bien sûr de la brasserie de Monaco. Ici, la brasserie brasse ses bières elle-même. Nous allons voir comment toute cette histoire a débuté en Principauté. L'histoire de la bière à Monaco, elle débute en 1905 dans le quartier de Fontvieille, où l'arrière-grand-père de M. Gildo Pastor avait créé la première brasserie monégasque qui s'appelait la Albert Bro, qui a produit de la bière jusqu'en 1972. Ensuite, il y a eu une interruption jusqu'en 2008 où M. Gildo Pastor a décidé de relancer la bière de Monaco ici même. On est l'unique producteur de bière à Monaco. Elle est fabriquée à partir de 4 ingrédients, le malt bio, qui provient principalement de France, de Belgique et d'Allemagne, la levure, les houblons, et voilà. Pour fabriquer la bière, il faut compter 1 jour de brassage, 3-4 jours de fermentation pour transformer le sucre en alcool et en CO2, et ensuite on va avoir 21 jours de maturation. Comme vous pouvez le voir derrière, on a une partie des installations qui nous permettent de fabriquer des lots de 1000 litres par brassin. La bière qu'on vend le plus, c'est bien sûr la bière blonde. Et après, selon les saisons, on va avoir des bières qui vont s'accorder comme des bières ambrées ou des bières de Noël. Alors on peut boire la bière ici sur place à la brasserie, mais on peut également se la procurer, venir avec une bouteille, ça se passe comment? L'amener à la maison? Tout à fait, donc on fonctionne avec un système de bouteilles consignées. Vous revenez charger votre bouteille directement à la brasserie. On a des bouteilles de 1 litre et de 3 litres. Vous l'aurez donc compris, vous pouvez donc emporter la bière de Monaco à la maison. Et puis sinon, sachez que la brasserie vous accueille tous les jours de midi à 2h du matin. Un pizzaiolo vient spécialement pour vous faire des pizzas napolitaines uniquement le soir du mardi au dimanche. Et puis sinon, comme d'habitude, des tapas monégasques pour accompagner vos bières.
Allez, il est temps comme chaque soir de vous faire un point complet sur votre météo. Frédéric Elion, quelle est la tendance pour mardi ? Ce sera mieux, Julia. Fini les nuages et la grisaille. Mardi, un grand soleil brillera toute la journée. Le ciel sera bien dégagé puisque le vent soufflera assez fort. Des rafales à 60 km/h sont attendues du matin au soir. Les températures seront comprises entre 9 et 15 degrés. Mardi 28 novembre, nous fêterons Saint-Jacques de la Marche. Nous refermons ce journal comme nous l'avons commencé avec la réception du prince Albert II au Palais national de Malaisie par le roi Abdullah Shah. Les clichés du soir sont signés Michael Alési, le photographe du palais princier. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous donne évidemment rendez-vous demain pour un nouveau numéro de votre 19h. En attendant, passez un très bon moment sur notre antenne.